Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. N'oubliez pas que vous pouvez écouter notre radio en streaming sur notre site internet www.urbanfm.fm. Notre application Android est déjà disponible. Vous pouvez avoir le lien de téléchargement sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Ce matin, comme tous les matins, on va faire un brin d'histoire avec Jean-Paul. Jean-Paul qui est déjà avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. On repart combien d'années en arrière? On va 63 ans en arrière, on va pas très loin. On va le 10 octobre. 63 ans, c'est très loin. 10 octobre, on va le 28 octobre, 1958. C'est la date à laquelle avait été élu le pape Jean XXIII. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire un peu de l'Église catholique, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais particulièrement nous intéresser à cette élection du 28 octobre 1958 parce que, évidemment, c'est celle qui a permis non seulement l'arrivée d'un nouveau pape, je parlais de lui, Jean XXIII, mais surtout c'est celui qui va permettre de lancer des véritables réformes au cours du XXe siècle de l'Église catholique romaine. Jusqu'à Jean XXIII, l'Église était un peu, on peut dire, figée dans son fonctionnement. Et l'une des périodes les plus conservatrices justement de cette Église catholique romaine, ce sera durant le règne de Pie XII, parce que Pie XII aura régné pendant 19 ans, le règne aura quand même été assez long, mais Pie XII sera caractérisé par une gestion très centralisée et quasi monarchique même de l'Église catholique. C'est quelqu'un qui concentrait l'essentiel des pouvoirs et qui n'aimait pas véritablement partager. Il voulait avoir un contrôle sur tout et c'est véritablement ça qui a caractérisé son pontificat. Et puis, cette centralisation, cette volonté de vouloir tout conserver va créer quelques difficultés dans la mesure où dans les statuts si tu veux, de l'Église catholique romaine, il y avait dans les années 50 un certain nombre de cardinaux, environ 70 cardinaux, mais à cette époque-là, près d'une vingtaine de cardinaux n'avaient toujours pas été nommés parce que leurs prédécesseurs étaient décédés tout simplement. L'Église catholique, notamment la curie romaine, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église catholique, à cette époque aussi, se caractérisait par l'âge extrêmement avancé de ses membres. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait un véritable décalage entre la curie et, si tu veux, l'ensemble des fidèles. L'Église avait du mal à s'arrimer à son époque. Et c'est un peu le même problème qu'il y a aujourd'hui. Quand on regarde, 60 ans après, on n'a pas du tout l'impression que l'Église ait beaucoup évolué sur certaines thématiques sociales ou sociétales. Mais bref, ça, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le 28 octobre, c'est d'abord le 9 octobre 1958, Pie XII décède après 19 ans de pontificat. Et donc, les membres de la curie romaine sont face à deux problèmes. Le premier, c'est que le fait, comme je l'ai expliqué, que Pie XII n'ait pas renouvelé les postes de cardinaux fait que sur les 70 cardinaux que comptait notamment la curie romaine, notamment à la suite de la réforme du Sixte V, sur les 70 cardinaux qu'il y aurait dû avoir, il n'y en avait que 53. Et sur ces 53, il y a 2 cardinaux qui n'avaient pas pu se déplacer pour venir à Rome pour assister à ce conclave parce que, évidemment, ils avaient dû faire face à des restrictions aux déplacements mis en place par les régimes communistes de l'époque. Parce qu'il faut comprendre que durant également le règne de Pie XII avait instauré ce qu'on appelle un non-dialogue avec les chrétiens qui étaient dans les pays communistes parce que Pie XII était fondamentalement anticommuniste. Et donc, c'est cette situation-là qui avait mis un peu, dans la difficulté les cardinaux qui étaient dans des pays où les régimes communistes étaient en place, parce qu'évidemment, ces cardinaux n'avaient pas le droit de discuter avec ces gouvernements-là. Et c'est la raison pour laquelle, sur les 53 cardinaux qui étaient en fonction à l'époque, au moment du décès de Pie XII, 2 n'avaient pas pu se déplacer parce qu'ils n'avaient pas eu les autorisations nécessaires. Et puis, un autre problème lié au pontificat de Pie XII, c'est que Pie XII était tellement
ne voulait absolument pas qu'une personnalité puisse lui faire de l'ombre, qu'il avait systématiquement empêché d'accéder à la fonction cardinale certains archevêques, et non parmi des archevêques très éminents comme celui de Domenico Tardini, qui était, selon les observateurs à l'époque, celui qui avait évidemment les plus de qualités pour pouvoir devenir pape. Mais malheureusement, Pie XII ne l'avait jamais fait cardinal et par conséquent, il ne pourrait pas être papable et donc ne pouvait pas assister à la conclave et être élu. Donc, c'est cette situation-là qui fait que lorsque Pie XII décède le 9 octobre 1958, la curie romaine, dans cette situation-là, avec 51 membres, au lieu des 70 prévus notamment par la réforme du Sixte V, décide de se donner en fait un moment de réflexion. Donc, pendant ce moment de réflexion, comme le pape, comme la fonction ne peut pas rester sans occupant, ils se disent, bon, écoutez, on va essayer d'élire un pape qui, parce que, étant donné que Pie XII, comme je l'ai dit, avait tout mis en œuvre pour que les personnalités les plus populaires ne soient pas des cardinaux, donc, parmi les membres de la curie, parmi les membres du conclave, aucune personnalité n'arrive à émerger les premiers jours du conclave. Et donc, les papes se disent, les cardinaux se disent, là, il vaut mieux donc que nous élisions une personnalité, même si elle ne fait pas l'unanimité, mais au moins qu'elle soit une personnalité qui soit conciliante avec l'ensemble des courants qui sont au sein de la curie. Et puis, cette personnalité-là va permettre, si tu veux, d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à ce qu'on puisse soit renouveler d'abord la curie, donc nommer les cardinaux qui manquent, et puis effectivement peut-être trouver par la suite, après son pontificat, nommer un pape qui soit véritablement un pape d'action, c'est-à-dire celui qui va venir apporter les réformes que les chrétiens attendent. Et donc c'est la raison pour laquelle, après 2 tours de vote, il y a à peu près une dizaine de tours, de tours de vote, donc le 3e jour, en l'occurrence donc le 28 octobre 1958, c'est le cardinal de Bergame qui est élu et c'est lui qui devient évidemment le pape. Et donc, celui-ci s'appelle Jean XXIII. Alors, il décide de prendre le nom Jean XXIII. Pourquoi ? Parce que il se considère également comme un pape de transition, exactement comme l'était Jean XXII. Il ne faut pas oublier que Jean XXII avait été pape de 1316 à 1334, mais à la seule différence que le pontificat de Jean XXII, lui, va durer 18 ans, alors que celui de Jean XXIII, malheureusement, sera extrêmement court. Il ne va durer que 5 ans, mais celui-ci, en 5 ans, il va quand même montrer qu'il était un véritable pape réformateur, dans la mesure où il va permettre notamment... Il va changer déjà le principe qui voulait que, par exemple, le pape ne reste que dans l'enceinte même du Saint-Siège. Il va être l'un des premiers papes à sortir régulièrement du siège. Et il ne faut pas oublier que le pape est également l'archevêque de Rome. Et donc, les prédécesseurs de Jean XXIII avaient tendance à oublier qu'il devait aussi s'occuper des chrétiens de Rome. Et donc, il devait, par exemple, officier des messes pour ces chrétiens-là, et donc à certaines occasions. Et il va commencer véritablement à réformer déjà l'attitude du pape. La première chose qu'il va faire, c'est le 25 décembre 1958, il va faire une sortie, et il va aller, notamment dans les hôpitaux, remettre des cadeaux aux enfants. Et le 1er janvier 1959, il va se rendre dans une prison italienne, passer la Saint-Sylvestre avec les prisonniers. C'est quelqu'un qui était surnommé le pape bon ou le pape des bons, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un dont évidemment, le comportement, la bonté était reconnu par un certain nombre, par la plupart des chrétiens qui avaient eu à être sous son magistère. Et donc, Jean XXIII sera intronisé le 4 novembre 1958, mais comme je le dis, son magistère sera très court puisqu'il va décéder en 1962. Mais quelques mois avant sa mort, il va lancer ce que l'on va appeler le Concile de Vatican II. C'est ce Concile de Vatican II qui va mettre en place un certain nombre de réformes dont les plus connues sont celles, par exemple, de la traduction des textes bibliques dans des langues vernaculaires, le fait que l'on ne pratique plus la messe uniquement en latin, mais aussi en d'autres langues, en français et autres. Et tout ça va avoir pour objectif, évidemment, de rapprocher l'Église des chrétiens. Malheureusement, Jean XXIII ne va pas assister à la fin
du concile, parce que le concile va débuter en 1962 et s'achever 3 ans plus tard en 1965, mais il est considéré par les historiens comme le premier grand réformateur de l'Église romaine du XXe siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, puisque après lui, évidemment, d'autres papes vont essayer de le transformer, de réformer l'Église. Jean-Paul II va même va l'élever au rang de saint, et évidemment il sera canonisé par le successeur de Jean-Paul II, le pape François, Benoît XVI, pardon, que j'ai dit, le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI. Donc Benoît XVI va en faire évidemment un saint parmi les saints. Et donc voici l'histoire un peu de ce pape dont le pontificat aura été extrêmement court, mais dont la présence quand même à la tête du Vatican va impulser un certain nombre de réformes qui vont se poursuivre, notamment dont Jean-Paul II va énormément s'inspirer au cours de son pontificat. Jean-Paul II a fait quand même près de 24 ans à la tête du Vatican, et Jean-Paul II va beaucoup s'appuyer, si tu veux, sur les thèses qui étaient défendues par Jean XXIII pour véritablement pousser les réformes. Jean-Paul II va aller jusqu'à notamment le dialogue avec les pays communistes qui avait été coupé par Pie XII. Lui, Jean-Paul II va renouer le dialogue avec les chrétiens des pays communistes, et même avec l'Église catholique orthodoxe. Et donc tout ça participe participe de la prolongation de la réforme ou de la volonté d'ouverture qui avait déjà été initiée par Jean XXIII. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5. Donc on doit la traduction enfant de la Bible à ce type-là. Oui, parce que c'est lui qui va véritablement impulser la volonté déjà il savait que même s'il était là pour une transition, mais il devait quand même laisser son empreinte. Et il va avoir la clairvoyance de décider de réformer l'Église. Mais évidemment, l'essentiel de ces réformes-là vont arriver dans ce concile de Vatican II, malheureusement, qui va s'achever alors qu'il était déjà décédé. Mais au moins, qui le remplace, c'est Jean-Paul II? Non, ce n'est pas Jean-Paul II qui le remplace. Celui qui le remplace, c'est évidemment, que je ne dise pas de bêtises, c'est le pape Paul VI. Donc c'est Paul VI qui remplace Jean XXIII, et Paul VI à son tour sera remplacé par Jean-Paul Ier, celui qui n'aura fait que 33 jours, c'est celui dont le pontificat aura été le plus court. Ensuite Jean-Paul Ier sera remplacé par Jean-Paul II. Jean-Paul II, ensuite on aura Benoît XVI, et Benoît XVI c'est l'actuel pape. Jean-Paul II a duré. Oui, il a fait 24 ans. Benoît XVI a démissionné. Oui, lui, il a démissionné. Là, on est dans une situation assez inédite dans l'histoire de l'Église catholique romaine, puisqu'on a 2 papes en vie. Parce qu'en général, un pape succède à un autre lorsque celui-là décède. Même si on a un pape... Même s'il a démissionné, il est considéré comme pape. Il reste pape, mais il n'est pas un pape en fonction. Ah, voilà pourquoi les gars ont fait le film honoraire. Les 2 papes. Il est un pape honoraire ou un pape... mais il ne reste plus au Vatican. S'il reste au Vatican. Il reste au Vatican, mais il ne reste pas, évidemment, dans les bureaux du pape. On lui a aménagé un espace à côté où il vit tranquillement, mais il vit au Vatican. D'accord, merci Jean-Paul pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine à la demande du Grand J. On va écouter True Blue de Madonna. Urban FM 104.5.